On commence avec un tournoi ayant regroupé plus de 90 joueurs. À la 4ème place, nous aurons une liste Space Marine du Chaos avec le détachement Culte du Chaos. Dans les personnages, on commence avec 3 unités de Dark Commune. La première aura l'optimisation Warped Foresight et la seconde, sur les 3, aura l'optimisation Cultiste Brand. À cela on rajoute en tant que seigneur de guerre Abaddon lui-même, ainsi que Cypher. Du côté des unités de ligne, on va avoir 3 unités de 10 cultistes, et pour le reste, 3 unités de 16 cultistes maudits, 3 Féro Centaurus et 1 Hellbrut. Imaginez la pression intense des cultes du chaos sur le champ de bataille à laquelle on ajoute 3 Féro Centaurus et 1 Hellbrut pour se tenir les marées de cultistes. Le résultat, une force écrasante. Les unités offensives des communes maudites se ruant rapidement sur l'adversaire, tandis que les Féro Centaurus se chargent de nettoyer les survivants et de fragiliser l'infanterie d'élite. C'est une combinaison particulièrement efficace qui souligne encore une fois l'efficacité surprenante des cultistes dans le codex Space Marine du Chaos pour les affrontements compétitifs. Je n'épiloguerai pas plus car nous avons déjà vu ce type de liste à plusieurs reprises. À la 3ème place, nous aurons une liste tyrannide en détachement Crusher Stampede. Dans les personnages, on commence avec un tyran des ruches en tant que seigneur de guerre, un euro-tyran, dans les unités de ligne, une unité de 10 Ormagaunt, et pour le reste, on aura très classique, un Biovore, 3 Lictor, une grosse unité de 6 zoanthropes, 2 exocrines, 2 émissaires Norn, oui ce n'est pas très courant, mais encore plus avec un Trigon. Et on finit avec un Tyrannofex en canon rupture. Le Crusher Stampede adopte une approche axée sur le contrôle des objectifs avec 2 émissaires Norn pour dominer le primaire. Cette stratégie oblige l'adversaire à réagir, ouvrant la voie à des contre-attaques dévastatrices avec les autres atouts de la liste, notamment les exocrines, un solide bloc de zoanthropes et le très en vogue Rupture Tyrannofex, qui s'est fait une place de choix dans les récentes combinaisons tyrannide. Une combinaison efficace qui mérite les félicitations pour cette belle performance en tournoi. En seconde position, nous aurons une liste orc en détachement Dreadmob. Dans les personnages, on commence avec un gros mec en Shock Attack Gun avec l'optimisation Gitfinder Googlez, 3 warboss dont l'un sera seigneur de guerre, et Zodgrod Wartsnaga. Pour une fois, je l'ai bien prononcé, ou en tout cas, j'ai eu un peu moins de mal que d'habitude. Dans les transports dédiés, nous aurons un truck, et c'est tout. Voilà, pour le reste de la liste, ce sera 2 unités de Gretchin. Alors petite précision, on a une grosse unité de 20 pour aller avec Zodgrod et une plus petite de 10. À cela on rajoute une unité de 10 Lutas, 3 unités de 5 Nobs, 2 unités de 5 Stormboys, un Battle Wagon, alors petite précision, il a l'Hard Case au cas où, et on finit avec 3 grosses unités de 6 Kilakan, tout équipées de lance-roquettes. Enfin, quelqu'un qui a réussi à faire fonctionner les boîtes qui tuent, les Kilakans, alors bravo. Ces boîtes qui tuent s'intègrent parfaitement avec plusieurs des buffs du détachement Dreadmob, même si leur lenteur naturelle, les difficultés liées à leur déploiement ainsi qu'à leur mouvement sur de nombreux layouts de décors restent des obstacles inconfortables. Cependant, si vous subissez une salve de lance-roquettes améliorée de leur part, vous allez en sortir les effets même en tir en état d'alerte. J'appréciais également les petites unités de Nobs et Warboss pour apporter une contre-attaque en mêlée et des échanges sur le champ de bataille. C'est un excellent ajout pour les listes Dreadmob. Alors, félicitations pour cette performance et cette place bien méritée. Enfin, à la première place, une liste Blood Angel, dans le détachement Index, fils de Sanguinus, puisqu'au moment où j'écris cette vidéo, le MFM n'est pas encore sorti. Dans tous les cas, j'espère clairement qu'il sortira bientôt. Dans tous les cas, cela vous fera un souvenir de ce que vous pouviez sortir dans les listes Blood Angel avant la sortie du codex. Bref, dans les personnages, on commence avec un capitaine en réacteur dorsal, 2 prêtres sanguiniens avec réacteur dorsal, paix à leurs âmes, là on aura l'optimisation icône de l'ange et le deuxième, visage de mort. Le commandeur Dante, les Martès, ainsi que le Sanguinor en tant que seigneur de guerre. Du côté des autres unités, on va avoir 3 unités d'intercesseurs d'assaut avec réacteur dorsal, là aussi petite précision, on a une grosse unité de 10 et 2 autres plus petites de 5. Une grosse unité de 10 marines de la Compagnie de la Mort avec leur réacteur dorsaux, tous équipés de pistolets infernaux et de gantelets énergétiques. 2 unités de 5 scouts, une unité de 10 Vanguard vétérans avec réacteur dorsal, tous équipés évidemment du bouclier Storm, un Predator Ball, un Dreadnought de la Compagnie de la Mort et en unité alliée, une assassine Calidus. Le Sanguinor
et Dante apportent des interventions héroïques et des capacités à provoquer des battle shocks, tandis que les vétérans Vanguard offrent une base solide. Au cœur de la liste, le Dreadnought de la Compagnie de la Mort ajoute un jeu mortel en mêlée, et un Predator Ball couvre certaines lignes de tir, avec notamment des possibilités très intéressantes via le tir en état d'alerte, puisqu'il est équipé d'un bon lance-flamme. Une combinaison toujours aussi percutante, faisant toujours partie des armées fortes dans l'environnement compétitif d'avant les changements en points. Alors, bravo pour cette victoire en index. Avant de passer sur un tournoi en équipe, je vous ai rajouté une petite confrontation sur un tournoi ayant regroupé plus de 40 joueurs. Une liste Ligue de Votann affrontant une liste Space Wolf en détachement champion de Russe. Commençons par la liste Votann. Dans les personnages, un Einhir champion en tant que seigneur de guerre, avec l'optimisation Grim des Méanour. Une fois, je l'ai à peu près bien prononcé. Dans les unités de ligne, on aura 2 unités de 10 Earthskin Warrior, un transport dédié de Sagittor, et pour ce qui est du reste des unités, on va avoir 2 unités de 5 Chthonian Berserk, une grosse unité de 10 Einhir Earthguard, à chaque fois équipée du Concussion Gauntlet et des Plasma Guns, 2 Hécaton Land Fortress, 2 grosses unités de 6 Earnkin Pioneer et 2 unités de 10 Earnkin Yedgir. Passons maintenant à la liste Space Wolf. Dans les personnages, on commence avec Bjorn Main Terrible et son canon Elfrost, Harald Deathwolf, Logan Grimnar en tant que seigneur de guerre, Ragnar Crinière Noire, 3 chefs de bataille garde-loup sur loup tonnerre. L'un d'eux sera équipé d'un bouclier tempête et du marteau tonnerre avec l'optimisation de la Black Death. Quant aux 2 autres, ils seront équipés de 2 gantelets énergétiques et de boucliers tempête. À cela, on rajoute 2 seigneurs loups sur loup tonnerre. Les 2 seront équipés de gantelets énergétiques et du bouclier relique. L'un aura l'optimisation Frost Weapon. Du côté des unités de ligne, on va avoir une unité de 5 intercesseurs d'assaut, et pour ce qui est du reste, 2 unités de 5 intercesseurs d'assaut avec leur réacteur dorsal, 2 unités de 5 scouts, 3 unités de cavaliers sur loup tonnerre équipés de boucliers tempête, et enfin en unité alliée, l'assassin Calidus. Passons maintenant au débrief. Nous avons la chance d'avoir le joueur Space Wolf ayant communiqué son débrief sur le site de Gunhammer. Je vais donc vous faire une retranscription de son témoignage, mais dans tous les cas, comme à chacune des vidéos je mets tout le temps mes sources, n'hésitez pas, si vous voulez plus de détails, à aller voir directement sur leur site. Le lien est bien sûr en description. La stratégie globale de départ était classique. Pousser les loups en avant, utiliser la WAF de Logan pour infliger un maximum de dégâts. Pour ceux qui ne le sauraient pas, ce que j'appelle la WAF chez les Space Wolf, c'est l'équivalent de la WAG des orques, mais chez les Space Wolf. Cette capacité unique que possède Logan à pouvoir offrir à tous les Space Wolf la possibilité sur un tour de pouvoir relancer la charge et relancer tous les jets pour toucher sur les attaques de mêlée. Puis capitaliser sur cet avantage d'usure et la durabilité des champions Wolf, donc ce sont les Space Wolf joués en champion de russe, grâce à la saga de l'ours pour assurer la victoire. Cependant, la mission Purge complique légèrement ce plan, car il est difficile de nier les objectifs primaires en début de partie. Néanmoins, la pression exercée par la liste limite souvent la capacité de l'adversaire à se concentrer sur les objectifs secondaires. Dès le début de la partie, la tactique Smoke and Mirror s'est révélée particulièrement utile pour le match. En déployant une unité de loup à découvert près de 2 grandes zones, j'ai forcé mon adversaire à déployer ses Land Fortress en réponse. Ensuite, j'ai immédiatement mis cette unité en réserve, laissant ces forteresses sans angle de tir efficace sur mes autres unités. Même en gagnant le jet de dés pour déterminer qui commençait la partie, cette manœuvre a limité son potentiel de tir au début de la partie, ce qui s'est avéré crucial pour le reste. Ensuite, la partie a suivi le plan prévu. Mon adversaire a dû exposer des unités pour se protéger des assauts de mes loups, et avec la combinaison de l'armure du mépris et de l'insensible à 6+, conférée par la saga de l'ours, les pertes ont été largement réduites. Il fallait souvent toute la puissance de feu de son armée pour éliminer un bloc de 6 loups tonnerre, laissant mes personnages en liberté pour harceler et causer encore plus de dégâts. Un tournant décisif est survenu lorsqu'il a utilisé arrivée précipitée pour faire tomber son unité de Earthguard dans ma zone de déploiement et éliminer Logan Grimnar qui tenait mon objectif principal. Cette action s'est avérée être une erreur stratégique car elle a laissé son unité coûteuse isolée à l'arrière sensible, tandis que mes loups terminaient le travail sur ses Land Fortress. Cela m'a permis de remporter la partie 94-47. J'ai joué la même liste que j'avais utilisée lors du tournoi de Salt City il y a quelques mois, inchangée depuis cet événement. Maintenant, avec l'approche du MFM, si j'avais la certitude que les points des Thunderwolf resteraient les mêmes, je réfléchirais à remplacer une unité pour inclure 20 Wolfen, ce qui pourrait améliorer mes affrontements contre d'autres armées de mêlée. Mais pour l'instant, ma construction de liste est en attente jusqu'à la prochaine mise à jour des points. Mais dans tous les cas, merci beaucoup pour avoir apporté ce témoignage. Cela fait plaisir d'avoir d'autres frères loups qui apportent leur expérience. Alors, bravo pour cette victoire.
Maintenant, passons à un tournoi par équipe s'étant déroulé aux États-Unis d'Amérique, au Texas. Pardonnez ma méconnaissance géographique du pays, cela semble à Dallas, ou en tout cas non loin de Dallas. Bref, il a regroupé 55 équipes de 8 joueurs. Nous allons voir les 2 premières équipes de l'événement, et comme pour mon épisode sur le WTC, je vous passe les listes des 2 équipes, puis je vous débriefe le tout. Commençons par la seconde place avec l'équipe Tundra Tactics. Je vous mets l'historique des rondes, et j'ai simplement précisé les équipes les plus connus qu'ils ont affrontés dans le débrief. Et on commence avec la liste d'Andrew Gogno en taux, avec le détachement Koyon, et celle de Brad Townsend, désolé la prononciation, en chevalier gris. La liste de Cameron Pinheiro en Drukhari avec le détachement Sky Splinter, et les tyrannides d'Eric Forsman en flotte d'invasion. On enchaîne avec les Black Templars en détachement croisé vertueux de Jack Montag, et l'Hypercrypte Necron de Kit Smith. Pour finir avec les Aeldari de Matt Schumann et l'Astra Militarum d'Oliver Smith. Passons au débrief de la composition. L'équipe Tundra Tactics s'est démarquée lors de cet événement avec une approche nettement plus variée que les autres équipes, contrairement à l'équipe victorieuse que nous verrons après, misant sur des listes plus conventionnelles. Tundra Tactics a misé sur des armées lourdes et robustes tout en jouant sur des éléments surprenants. Leur composition se distingue notamment par la présence d'une liste centrée sur les monstres tyrannides, un choix qui s'est révélé payant dans un environnement où les objectifs primaires peuvent parfois sembler inaccessibles. À cette stratégie s'ajoutent les Necrons, les Chevaliers Gris et l'Astra Militarum, 3 armées réputées pour leur résilience. Les Necrons et les Chevaliers Gris, avec leur capacité de redéploiement et de scoring en fin de partie, sont particulièrement redoutables. En effet, il est très difficile pour les adversaires de marquer des scores élevés contre ces factions, capables de capitaliser sur toutes les opportunités. La liste des Chevaliers Gris en particulier, avec un bloc de paladins et le Grand Maître, excelle à neutraliser certaines stratégies très populaires, comme le spam de Ctan. De son côté, l'Astra Militarum, avec une forte présence de Bullgreen et de Rogaldorn, ajoute une dimension offensive très lourde, difficile à contrer rapidement, ce qui peut faire basculer une partie. Le rôle de force d'impact est quant à lui assuré par la liste Black Templar en croisé vertueux, directement issue de la liste de Percastor du WTC qui a prouvé son efficacité en écrasant la totalité de ses adversaires. Du côté des Aeldari, la présence de 2 avatars montre que même si cette stratégie est moins courante en format solo, elle trouve parfaitement sa place en équipe, en particulier contre des adversaires focalisés sur des unités dégâts 2. Enfin, les Tau et les Drukhari apportent une touche plus technique à la composition. Les Tau, capables de maintenir une pression constante avec des dégâts réguliers, s'avèrent redoutables contre des armées comme par exemple les Blood Angels. Les Drukhari, bien qu'ils aient quelques difficultés face à ces derniers, profitent de leur mobilité et de leur transport pour dominer les armées axées sur la mêlée, tandis que l'ajout de Talos renforce leur capacité à contrer les stratégies basées sur l'utilisation massive de véhicules. En somme, cette composition d'équipe privilégie des stratégies plus pointues et adaptées aux affrontements par équipe, où la spécialisation est souvent synonyme de victoire. En prenant des risques avec des listes originales, Tundra Tactics a réussi à s'imposer à la 2e place du podium, prouvant que l'innovation stratégique peut encore faire la différence dans des compétitions de haut niveau. Enfin, à la première place, nous avons l'équipe StatCheck, une sorte d'équipe All-Star mêlant les joueurs européens et d'Amérique du Nord. Nous commençons avec les World Eaters d'Anthony Vanella et les Tyrannides de François Lalonde en flotte d'invasion. Innes Wilson et son culte Genestealer sont détachement Outlander Claw, une liste que l'on a tendance à appeler le culte Vroom Vroom. Ensuite, nous avons les Ligues de Votan de Jeremy Atkinson. Les Dark Angels de John Lennon que la plupart des joueurs ont su imiter mais jamais égaler, ainsi que les Thousand Sons de Liam Wessel. Nous finirons avec les joueurs polonais. Pour ne pas écorcher plus que je ne le fais déjà les noms, prénoms des participants, j'utiliserai tout simplement leur pseudonyme. Nous avons les Space Marines du Chaos de Pumba et les Sœurs de Bataille de Typhus. Passons au débrief de la composition. L'équipe StatCheck a triomphé lors du tournoi avec une composition solide et bien pensée. Leur approche repose sur un mélange équilibré de force brute et de finesse tactique, permettant de s'adapter à une variété de scénarios tout en exerçant une pression constante sur leur adversaire. 3 des listes sont issues de la méta actuelle et sont déjà bien connues pour leur efficacité. Les Dark Angels, Thousand Sons et Sœurs de Bataille représentent des choix sûrs, mais la variante Thousand Sons de Liam se distingue par l'absence des classiques Mutalist Vortex.
Codex, remplacés ici par des Marines rubriques. Ce choix semble indiquer une volonté d'adapter la liste à des configurations d'équipe où la flexibilité et la capacité à gérer divers types de terrains prennent une importance capitale. De plus, l'accumulation de points de cabale permet de maximiser les capacités psychiques des Thousand Sons, offrant ainsi plus d'options tactiques. À côté de ces armées, StatCheck a également opté pour des listes axées sur la pression pure avec les Tyrannides, World Eater et ce que l'on commence à appeler les communes maudites pillards. En gros, vous jouez des sombres communes, des cultistes maudits dans le détachement pillards renégats du Codex Space Marine du Chaos. Dans tous les cas, ces armées sont conçues pour submerger l'adversaire rapidement, forçant celui-ci à réagir sous la menace constante de charges dévastatrices. Ce type de stratégie met de nombreuses équipes en difficulté, notamment celles qui misent trop sur des listes techniques moins adaptées à affronter un assaut frontal. Cela donne à StatCheck une marge de main-d'œuvre importante pour obtenir des points de victoire grâce à des appareillements avantageux. Deux autres listes mécanisées viennent compléter cette composition, chacune avec un rôle bien défini. Les Votan excellent dans les combats d'usure grâce à leur capacité à maintenir une présence significative sur le champ de bataille tout en infligeant des tirs fiables. De son côté, la liste Outlander Claw, pilotée par Ines Wilson, se distingue par sa capacité à empêcher l'adversaire de marquer du primaire tout en maximisant les points secondaires. Sa flexibilité, basée sur la mobilité de petites unités, permet de jouer un rôle défensif tout en restant une menace constante pour des victoires confortables, si l'adversaire ne parvient pas à la contrer. Cette composition d'équipe, bien que relativement directe, s'avère redoutablement efficace dans un environnement compétitif où certaines armées dominent largement, en alliant force, adaptabilité et gestion des objectifs. StatCheck a su s'imposer et décrocher une première place bien méritée. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à liker, vous abonner et laisser un commentaire. Cela aide énormément au développement de la chaîne, et je remercie tous ceux qui le font. Si vous voulez avoir les épisodes en avance et sans publicité, vous retrouverez en description le lien directement vers ma page Tipeee, ainsi que d'autres contreparties. De plus, vous aurez un lien d'affiliation du partenaire de la chaîne, My Hobby Place, si vous souhaitez passer commande. Allez, sur ce, je vous souhaite un excellent wargame.